Mon matricule à Dachau, 101 923, et au camp de Nesveller-Struthof, 19 410. Je m'appelle Jean Villeray. Je suis un citoyen libre, je suis ancien résistant déporté, qui a survécu miraculeusement. Malgré, j'ai eu le typhus, j'ai eu les résipelles, j'ai eu un phlegmon à la gorge, enfin j'ai eu tout ce qu'il fallait pour parvenir. Je suis revenu, je suis un miraculé. Bon, j'ai pas été à Lourdes pour ça, mais je suis un miraculé quand même. Et j'ai eu à peu près toutes les décorations françaises. Je suis commandeur des palmes académiques. Je suis commandeur de la Légion d'honneur. Je suis aussi également la plus haute distinction du souvenir français. Et je témoigne. Je témoigne de ce que j'ai vécu pour que ça ne se reproduise pas. J'ai toujours résisté. Ben, jeune, je ne peux pas dire que je résistais, mais je voyais les choses arriver. J'étais un élève studieux de très bonne heure. J'ai appris à lire. À 6 ans et demi, je lisais Le Petit Parisien. Et je lisais les aventures, la bande dessinée Mickey. Les aventures de Mickey. Nous étions en quelle année? 1928. Ah ben, c'était en 1928. Ils me font passer un concours pour aller directement au cours complémentaire. Moi, je n'avais pas du tout envie de sauter une classe. Je voulais aller au cours supérieur. Donc, on fait le concours, je m'arrange pour ne pas être reçu. Donc, je ne suis pas reçu. Ils me repêchent. Mais je ne leur avais rien demandé, moi. Je fais 2 ans de cours complémentaire. Et en 1938, mon père, sans rien me dire, m'inscrit à Charenton. Et là, j'apprends le métier d'ajusteur. Donc pendant toute une année, j'apprends l'ajustage, les queues d'aronde, enfin tout ce qui était difficile à l'époque. Mais là, déjà, je suivais la situation, parce qu'il y avait aussi la situation politique de l'époque. Il y avait eu les grèves de 1936. J'ai appris à jouer à la belote avec les ouvriers du bimétal. J'ai passé une nuit avec eux. 1936. C'était quand même quelque chose pour moi. Vous aviez 14 ans. Oui, j'avais pas encore 14 ans. Il y avait le commencement de la guerre d'Espagne. Je m'intéressais à tout au point de vue militaire. J'avais déjà entendu le chancelier Hitler à la TSF, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la télé, il y avait la TSF. Mes parents avaient la TSF. Tout le monde n'avait pas la TSF. Mon père s'était même fabriqué un poste qu'il avait soudé lui-même en prenant des... Il savait tout faire, mon père. Pourtant, il était de l'assistance publique. Hein. Eh bien, donc, on entendait Hitler vociférer à la radio. C'était impressionnant. Et nous qui entendions pas souvent parler nos pères, mais la Grande Guerre, elle était encore dans les esprits. Et j'ai vu arriver cette Seconde Guerre mondiale. C'est ce que je dis aux jeunes. Il fallait être aveugle pour ne pas le voir. Et c'est pour ça que je récrimine pour les dirigeants politiques de l'époque qui ont laissé faire. Je suis au cours complémentaire. En même temps, je suis la situation internationale. Donc, il y a ce problème. Il y a Munich, les accords de Munich. Ensuite, il y a une grève. Il y a une grève des travailleurs pour protester contre les accords de Munich. Et tous ceux qui faisaient la grève étaient soi-disant foutus à la porte. Et moi, ce jour-là, avec deux autres copains, dont un qui avait de l'argent, on décide, nous aussi, de faire la grève pour les appuyer. Donc, la guerre arrive. Mon père, j'aurais dû retourner à l'école, mais mon père m'a dit « Non, maintenant tu vas travailler ». Donc, il était contremaître à l'époque, mon père, au bimétal. Donc, il m'a dit « Il m'a fait embaucher au bimétal et j'apprends le métier de tourneur ».
Et quand je suis rentré, j'ai entendu parler de l'appel du général de Gaulle. Rapidement? Ah, mais oui, quelques jours après que j'étais chez moi. Parce qu'on on écoutait quand même la BBC. Qu'est-ce que vous en avez pensé? La BBC, ben, j'ai pensé que, avec le nom qu'il avait, c'était un nom prédestiné. Donc je suis devenu gaulliste. Qu'est-ce que c'était être gaulliste à cette époque, en 40? Ben, gaulliste, ben, non, mais moi je dis gaulliste parce que je ne savais pas qu'on pouvait s'appeler gaulliste. Mais je dis que j'étais du côté de la France libre, disons. Ça ne pouvait pas en être autrement. Je n'étais pas, je ne faisais pas, je n'étais d'aucun parti, mais j'avais mes idées bien ancrées de ce côté-là. Donc, le temps continue à passer, et avec 3 autres camarades, le 1er novembre 1942, j'avais été au cinéma l'après-midi avec mes autres copains. Je rentre, ils me disent « Bill, si tu veux, mais ces 3 camarades, si tu veux, on a décidé de partir en zone libre. Est-ce que tu es d'accord pour partir avec nous ?» Ben, je leur ai dit « Oui, oui, je suis d'accord. » Donc on logeait dans une pension de famille, et là, je me dis, ben, je vais aller travailler dans une ferme. Je demande à l'inspecteur du travail, il me l'accorde. Dans l'intervalle, j'étais devenu réfractaire à la relève, parce que j'étais convoqué dans les premiers jours du mois de janvier pour partir travailler en Allemagne. Je n'y suis pas parti vu que j'étais en zone libre, qui n'était plus libre, parce qu'elle a été envahie après le débarquement en Afrique du Nord le 8 novembre. Donc, plus possible d'aller rejoindre la France libre pour vous? Comment? Ce n'était plus possible de rejoindre la France libre? Ah, c'était pas... Non, on attendait, on n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Et évidemment, la loi sur le STO passe au mois de février, et automatiquement, je me retrouve dans le lot. Je suis de la classe 42. Et là, je reçois Alors là, je ne l'ai pas gardé, ça. Je n'ai pas gardé la convocation, je n'ai pas obtempéré, je ne suis pas parti. Et au mois de juin, je reçois un télégramme de la gendarmerie de Périgueux m'enjoignant d'être le lendemain à Périgueux, à telle caserne, pour partir travailler en Allemagne. Le lendemain, je prends le train et je ne vais pas, je m'arrête à Périgueux pour changer de train et je reviens à Maisons-Alfort, où je reste jusqu'au mois d'août et j'arrive à me procurer une fausse carte d'identité parce que pour passer la ligne de démarcation en train, il fallait une carte d'identité. Donc je rentre à Paris et là, à Paris, évidemment, j'arrive par un de mes camarades qui travaillait avec moi aux établissements de Grimard. J'avais des contacts. Un jour, il me dit, si tu veux, j'ai mon beau-frère qui travaille à la TCRP, c'était l'ancêtre de la RATP, les autobus. Il me dit, si tu veux, tu peux rentrer dans les francs-tireurs partisans. Je savais que ça existait. Mais pour y rentrer, on n'y rentrait pas comme on rentre dans un marchand de tabac. Donc j'ai rendez-vous le 31 décembre, j'ai rendez-vous avec un gars, donc on m'avait donné son signalement, ça devait être à la porte d'Italie. Donc j'ai rendez-vous avec lui, il me dit « Tu veux rentrer dans les francs-tireurs partisans ?» Je lui dis oui, il me dit « Tu sais que si t'es arrêté, tu seras fusillé ?» Je lui dis oui, j'ai pas hésité. Donc je rentre dans les francs-tireurs partisans et le 31 janvier 1944, tout le groupe est arrêté sur dénonciation. Tout le groupe est arrêté. Il y avait certainement une taupe à l'intérieur. Et là, eh bien, je suis interrogé. Il connaissait tout, il savait tout. Alain Lannet, il avait tout. Je ne pouvais pas échapper. J'avais donné mon adresse et tout, il avait redonné aussi, lui. Donc,
je suis interrogé, pas frappé. Pas frappé. Il y a des... J'ai eu cette chance-là, je ne sais pas pourquoi. Et le 3 février, on nous remet entre les mains de la Wehrmacht, des autorités militaires allemandes. On ne nous met pas entre les mains de la Gestapo, hein. On nous met entre les mains des autorités militaires allemandes. Et je suis interné à la prison de Fresnes, en 3e division, cellule 169, mis au secret. Vous resterez combien de temps à Fresnes? Alors à Fresnes, je suis resté du 3 février au 7 juillet 1944. Et toujours au secret. Et quand j'ai été interrogé par la Gestapo, j'ai dit que je ne savais pas que j'étais dans les francs-tireurs partisans, que j'étais rentré dans ce groupe de résistance pour combattre les Allemands une fois que le débarquement aurait lieu. Évidemment, il ne m'a pas cru, évidemment. Il parlait très bien le français. Mais là, c'était la Gestapo, rue des Saussets. Bon, je lui ai raconté une histoire à dormir debout, et que mon père trompait ma mère, et c'était vrai. Et ça me faisait aussi mal au cœur, ça. Le démon de midi, peut-être. Et que j'avais ce pistolet justement pour faire peur à cette dame. Le 13 mai, une partie du groupe est jugée, condamnée à mort. J'ai 8 camarades qui sont fusillés au Mont-Valérien le 20 mai. Et donc, on m'a dit, vous préparez vos affaires, vous partez en Allemagne. Je dis, je vais travailler en Allemagne, je vais bien trouver le moyen de m'évader quand même. Donc, on traverse la zone de maquis. Les maquisards n'attaquaient pas les trains de voyageurs, ils attaquaient que les trains importants grâce au réseau Résistance France, Résistance Fer. On arrive le lundi matin à la gare de Strasbourg, donc on détache notre wagon, on mourrait toujours de soif, on détache notre wagon, on se retrouve attaché à un autre train, et on remonte en direction on remonte en France. Et là, on se pose des questions et on se dit, mais où on va? Et dans notre wagon, on avait un monsieur qui s'appelait le comte de Gramont, un résistant lui aussi, qui n'est pas revenu. Il n'a pas supporté le régime concentrationnaire. Eh bien, il nous dit, les enfants, il était plus âgé que nous, il nous dit, nous sommes dans la vallée de la Bruche. Donc on arrive au camp, évidemment. Ben, les premiers jours, d'abord, le lendemain, on nous fait une piqûre. Notre groupe, on était dans le bloc des Français. On nous fait une piqûre sans nous demander, d'ailleurs sans changer l'aiguille à chaque fois. Hein. On nous fait une piqûre. On n'avait pas demandé pourquoi on nous faisait une piqûre, parce qu'il fallait ne rien demander. Parce que déjà, on savait comment c'était, avec quelques camarades. Je retrouve d'abord des camarades qui étaient arrivés de mon groupe, qui étaient arrivés avant moi. J'étais un des derniers arrivés au camp. On fait rien la première semaine, quelques corvées. Et la semaine suivante, je suis affecté au commando du Struthof. Donc on va travailler dans ce lieu-dit, le Struthof, d'où est partie la construction du camp. Ce Struthof, c'est un lieu-dit où les gens, la bourgeoisie de Strasbourg, peut-être d'autres villes, avant la guerre, venaient faire du ski de fond. Et puis l'été, ça servait, parce qu'ils avaient mis une salle express, ils appelaient ça la salle des fêtes, bien équipée, justement pour les gens qui venaient là pour passer quelques jours. Il y avait aussi également un hôtel-restaurant qui était là et qui avait été réquisitionné. J'ai évité au maximum de prendre des coups. J'en ai pris parce que le premier jour, quand le capot du Struthof m'a dit Arbeit, Arbeit, moi je ne sais pas ce que ça voulait dire, il m'a balancé une gifle dans la figure à me faire tomber par terre. Eh bien, j'ai compris qu'Arbeit, ça voulait dire que c'était le travail
et qu'il ne fallait pas que je reste là comme un con à le regarder sans savoir où j'allais aller. Je ne savais pas quoi faire. Donc après, je me suis habitué. J'ai pris les habitudes du camp aussi. Hein. On savait qu'il y avait l'infirmerie, évidemment. Mais on ne savait pas qu'ils avaient des expériences. On ne savait pas qu'ils avaient gazé des femmes. Personne ne nous l'a dit, ça. Hein. On ne savait pas. On a su qu'il y avait eu quelque chose avant qu'on évacue le camp le 4 septembre parce qu'ils ont assassiné les membres du réseau Alliance et puis des maquisards qui devaient venir nous libérer le camp pour aller où on serait allé, on n'en sait rien, parce qu'ils n'étaient pas encore battus. Mais on voyait la fumée la cheminée du camp qui fumait, mais c'est tout, non? L'expérience médicale, je ne peux pas dire que j'ai connu tout ça. Chaque déporté a souffert. C'est pour ça que je dis que je ne veux pas dire à quelqu'un j'ai souffert plus que toi. Non, chacun a subi sa déportation dans son corps, dans son esprit. C'est ça le plus important. Mes camarades me racontaient ce qu'était. Je m'étais lié d'amitié avec un dénommé Vieilleville. Bon, il me racontait ce qu'ils avaient subi quand ils sont arrivés en 1943. Mais après, j'ai subi. Mais il y a toujours des camps annexes, qu'on appelle ça, mais des commandos, où les gens étaient maltraités. Non, c'est encore une question de chance suivant le camp ou le commando dans lequel on se travaille. Moi, quand je suis arrivé au camp d'Alac, comme j'étais métallurgiste, on m'a mis dans un hall de la BMW, puisque on était loué par les SS aux industriels allemands pour leur industrie de guerre. Je me suis retrouvé, moi, métallurgiste, à travailler 12 heures de jour ou 12 heures de nuit, toujours debout, même quand on avait l'arrêt pour manger. Bon, c'était 12 heures debout, sans arrêt. Et en plus, l'appel avant, l'appel après, pour y aller. Donc c'était... Et si j'avais été affecté au commando de Dikérov, qui était une entreprise de travaux publics qui construisait un Bunkerol, genre base navale de Saint-Nazaire, donc indestructible à l'époque, eh bien je ne serais pas là aujourd'hui, je n'aurais pas tenu le coup. J'étais trop mal en point déjà parce que j'avais maigri. Et quand je suis arrivé au camp à ce commando de la BMW, j'ai oublié de le dire ça, mais j'avais le premier soir où j'ai tendu ma gamelle pour avoir ma louche de soupe, celui qui nous servait, je retirais ma gamelle, il me dit « moment ». Donc j'arrête, il retrempe sa louche, il m'en remet un peu dans ma gamelle. Je ne lui avais rien demandé. C'était un Polonais allemand, je crois, il y avait les deux nationalités, il s'appelait Lamek, je crois. Il s'appelait Lamek en tout cas. Eh bien, pourquoi il a fait ça? Je ne le connaissais pas. Parce qu'il y avait aussi l'homosexualité aussi. Il y avait ça existait, ça aussi. Et il ne m'a jamais été incorrect avec moi. Et tous les jours, il me remettait un petit peu dans ma gamelle, que ce soit le midi ou le soir. Et moi, quand on avait droit à des cigarettes à la fin du mois, parce que on avait droit, on avait soi-disant une cantine, quand je touchais mes cigarettes, les cigarettes, c'était de l'or à l'époque, parce qu'on pouvait acheter n'importe quoi avec des cigarettes. Je les donnais à la Mecque, sans hésiter, parce que peut-être qu'il m'a sauvé la vie, cet homme. Il est mort, lui aussi. Quand il a fallu évacuer le camp, je ne sais pas, il paraît qu'il était décédé. Mais cet homme, je peux dire qu'il m'a
probablement sauvé la vie. Si j'avais été à Dikérov, soulever des sacs de ciment, je n'aurais jamais pu. On avait un Tchèque qui était l'autre chef de chambrée, il s'appelait Joseph, c'était un Tchèque. Il ne nous aimait pas à cause des accords de Munich. Mais c'est idiot, je dis idiot parce que je suis poli, mais s'il avait réfléchi un peu, c'est que si nous on était là, comme lui, le triangle rouge, c'est on luttait contre le même ennemi et il ne nous aimait pas, à cause de Munich. Je pense que c'est ça. Je n'ai pas eu l'occasion de lui parler, il était inabordable. Par contre, le matin, il ne se gênait pas pour nous taper dessus avec son air de bœuf, pour qu'on aille plus vite à l'appel. Et puis un beau soir, je l'ai vu, il faisait partie de l'orchestre du camp, il jouait du violon. Et je me suis dit, eh ben heureusement que la musique adoucit les mœurs. Comment il serait sinon? Il ne nous aimait pas, pourquoi? Parce qu'il y avait cette différence de langage. On n'a jamais pu discuter avec lui. Quand j'ai eu le typhus et les résipelles, j'étais tombé, je ne pouvais plus manger parce qu'on avait touché un colis vers le 15 mars. Je n'ai pas pu toucher à ce colis parce que je ne pouvais plus manger. Ça m'arrive encore aujourd'hui, mais ça c'est parce que c'est mon organisme qui a tellement souffert au cours de toutes ces années. Mais là, je ne pouvais même pas avaler un dé à coude de pain. J'étais resté trop longtemps sans manger. Et mes camarades me disaient, si tu ne manges pas, tu vas mourir. Et quand il fallait m'emmener aux toilettes, c'était un Stoubedine, ce yougoslave, qui me prenait dans ses bras, qui m'emmenait aux toilettes et qui me ramenait. Et ça, je suis arrivé au bord de l'abîme et je suis revenu. J'ai une chance. C'est une chance inouïe dans le fond. Peut-être parce que ma mère m'avait donné une petite médaille. Quand je suis parti pour aller en zone libre, ma mère m'avait donné une petite médaille de la Vierge. Je l'ai toujours gardée sur moi. Même quand on était fouillés, qu'on nous enlevait tout ce qu'on avait, ils n'ont jamais pu me prendre cette médaille. Et je l'ai perdue à une cérémonie à Créteil. Un jour, en changeant mes habits pour mettre mon habit rayé, pour témoigner. Voilà, c'est cette chance que j'ai eue. Regardez, voilà ce que les Américains ont trouvé le 29 avril quand ils sont arrivés au camp. J'aurais pu être là-dedans. Tous ces gens-là sont morts de typhus. Alors il y a ça, voilà. Après, les cadavres qui étaient là, ils les ont mis... Après la libération du camp, on nous a mis dans le camp SS. Là, on était à l'aise. On avait un bâtiment pour nous. On faisait ce qu'on voulait. On avait des draps. Mais on faisait pas on était comme des coqs en pâte, disons. À part qu'on n'avait pas une grosse nourriture, on était obligé de sortir. Je suis sorti 2 fois avec un de mes camarades pour aller dans les fermes, alors qu'on n'avait pas le droit, les copains, amuser la sentinelle américaine pendant qu'ils l'amusaient et nous on passait par derrière. On allait dans les campagnes, on revenait dans l'après-midi et la sentinelle était bien obligée de nous laisser revenir au camp. On l'a fait 2 fois. Donc j'avais véritablement repris du poil de la bête. Et quand je suis arrivé chez Nicolas, c'est ses beaux-parents. C'est le lendemain, cette photo-là a été prise le 28 mai 1945. Ben voilà. L'habit rayé, on l'avait que si on partait travailler dans un commando extérieur au camp. Ce qui fait que nous, les nuées brouillards, quand on partait, on n'avait aucun signe distinctif qui nous faisait repérer par les sentinelles ou les capots. On était un déporté comme les autres. Alors qu'au camp, on avait une tenue spéciale. Pour les SS, on était quand même des personnes dangereuses. Bon, ils étaient plus tentés. Non, je ne peux pas dire. Je me suis bien arrangé pour ne... Je n'ai jamais été frappé par un SS. J'ai toujours été frappé par les capots.
dans le colis que j'avais reçu le 15 mars, il y avait des pâtes de fruits. Je n'ai pas pu manger parce que j'avais un dégoût du sucre, comme c'est pas possible. Donc, j'avais un de mes camarades qui me dit, si tu veux, Bill, il y a dans le bloc, il y a un gars qui est dessinateur, qui est peintre. Tu lui donnes 2 pâtes de fruits, il fait ton portrait, en couleur. Et il m'a fait mon portrait sur un bout de carton, je ne sais pas quoi, ce que c'est comme... Avec des crayons, où il les avait eus, j'en sais rien. Alors voilà, vous voyez le groupe. Le groupe, ils sont partis du camp d'Alac. Ils n'avaient pas le droit, vous voyez, ils sont tous enrayés. Hein. Dans les commandos, on était tous habillés enrayés. Aucun signe distinctif, à part notre numéro, notre triangle avec la lettre F ou S, et la couleur rouge comme politique, verte comme droit commun. Et là, ce sont tous... Ces gens qui sont là, ils sont tous décédés. Hein. À témoigner? Oui. Mais j'ai jamais arrêté depuis que je suis revenu. À chaque occasion, je racontais. On ne s'est pas battu pour voir la guerre d'Indochine, pour voir la guerre d'Algérie, pour voir toutes les guerres qu'il y a eu depuis. Moi, quand j'ai vu le premier soldat américain arriver au camp, Et on peut se faire une petite pause, hein, monsieur Viret. Hein. Peut-être vous reposer un petit peu. Vous avez une expérience plus récente avec les enfants? Non, mais quand j'ai vu ce premier soldat américain, je me suis dit, ça va être Noël tous les jours. Vu ce que j'avais vécu et ce qu'avaient vécu les autres. Parce qu'il y avait les autres aussi. Je ne parle pas pour moi. Moi, si je témoigne, je témoigne pour tous les autres, ceux qui ne sont pas revenus. Et je leur ai dit, on nous a trahis. Parce qu'aujourd'hui, on est sur un volcan. Ils me demandent ce que je pense de la guerre en Érythrée. Je leur dis, mais on ne s'est pas battu pour voir ça aujourd'hui. Moi, j'étais persuadé que ça allait être Noël tous les jours. Il y avait des journalistes à l'époque, je discutais avec 2 journalistes déportés, pourtant. J'ai discuté avec eux. Ils m'ont dit, mais tu te mets le doigt dans l'œil. Ils m'ont dit, mais ça ne va pas se passer comme ça. Oui, parce que je n'avais pas imaginé tous les dessous politiques de ce qui allait arriver. J'étais pas encore assez mûr, disons, pour m'apercevoir de ça. Et je m'aperçois aujourd'hui que de ce côté-là, j'ai fait un peu fausse route. C'est pourquoi je témoigne, c'est pourquoi j'explique aux jeunes ce que c'est que la vie. L'amitié. Vous avez quel âge? Ben, j'avais 45, j'avais 22 ans, quoi. 22 ans, même pas 22 ans et demi. Oui, j'étais encore plein d'illusions. Et puis j'ai lu le bouquin, j'ai choisi La liberté de Kravchenko. Là, ça m'a commencé à m'ouvrir l'œil. Évidemment, je me suis dit, mais comment est-ce possible? Et puis au fil des années, on s'aperçoit véritablement qu'on a cru un peu au Père Noël, en définitive. Mais c'est pour ça que je continue à témoigner, c'est pour ça que je vous témoigne aujourd'hui aussi. J'ai fait des discours à EDF, à GDF, à toutes les cérémonies qu'on peut faire, et je leur explique quand même... Je leur cite Beethoven. Beethoven qui a fait son hymne à la joie, peuple des cités lointaines. C'est vieux, ça. Je leur dis, mais Beethoven, il voyait grand, parce que peuple des cités lointaines, ça veut dire c'est l'univers. Et je l'ai appris, cette chanson. C'est comme la voix du rêve. Cette chanson, elle est restée dans mon oreille. Je l'ai appris je pense que c'est en 1935
que j'ai appris ce chant de Beethoven. Et je le cite. Déjà, lui, il y croyait à ça. C'est ce qu'on pourrait appeler l'idée d'une république universelle. Ben, une république universelle, pas obligatoire. Oui, pourquoi pas? Après tout, que chacun, on est libre et égaux en droit, le citoyen. Mais il ne faut pas oublier la citoyenne. On a oublié les femmes aussi. Nous formons un tout. Ce que je dis aux jeunes, je dis nous sommes une pyramide. L'univers, c'est une pyramide de milliards de personnes. Et si la base s'écroule, c'est tout le restant qui s'écroule. Donc la base, on doit aussi en tenir compte. Ces jeunes-là, qu'est-ce que vous espérez leur faire comprendre? Je leur dis, la vie, c'est l'amitié, c'est l'amour entre les êtres humains. C'est tout, c'est de ne pas tenir compte de la couleur des autres. Moi, j'enseigne la bonté, l'amour, l'amitié. Et puis dans d'autres, pour des motifs religieux ou autres, on assassine quelqu'un parce qu'il n'a pas les mêmes idées. Pour moi, qui a une importance considérable, c'est liberté, égalité, fraternité. La République, c'est ça. Que trouver de mieux, quand même, pour diriger un pays que ces trois mots? Liberté, égalité, fraternité. C'est simple.